Alors, le but du TP était de voir comment on pouvait faire une mesure de la masse d'un cosmonaute en apesanteur. Alors, pour cela, on a la relation qui est donnée sur ce document, mais cette relation n'est valable que si le système est isolé ou pseudo-isolé, c'est-à-dire s'il n'y a pas de frottement et si l'énergie mécanique se conserve. Alors, est-ce qu'avec un système composé d'un ressort et d'une masse, on peut se retrouver, on peut considérer qu'on est dans le cas d'un système pseudo-isolé? C'était la première partie du TP. Et la deuxième partie du TP consistait à mesurer la masse d'un objet inconnu. Alors, s'il vous plaît, Superette, le but du TP, c'est de voir si on peut peser un astronaute en mesurant sa période d'oscillation sur un petit tabouret où il est suspendu sur un ressort. Et on vous donne une relation qui permet, en fonction de la période d'oscillation, de la durée des oscillations, de retrouver la masse. Le problème, c'est que ça marche que si le système il est isolé. Alors, on veut vérifier si ça fonctionne dans le cas d'un système isolé. Alors, il y a cette vidéo où vous avez un système qui oscille un peu comme le cosmonaute sur son tabouret. Mais est-ce que là, on a un système qui est isolé? Un système qui est isolé, par définition, c'est un système dont l'énergie mécanique est constante. Alors, dans un premier temps, on veut vérifier si l'énergie mécanique est constante. Donc, vous avez récupéré la vidéo, fait le pointage à Vimeca, il faut bien se placer l'origine du repère pour l'énergie potentielle qui est nulle, c'est-à-dire ici, bien au milieu. Donc, vous avez fait tout ça. Vous avez une série de coordonnées avec le temps. Donc, pour avoir l'énergie mécanique, il faut l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Vous suivez là? L'énergie potentielle, 1 demi de kx au carré. Ça tombe bien, 1 demi facile. La valeur de k, on la trouve dans le texte. C'est la constante de raideur du ressort. Si le ressort est très raide, c'est une grosse valeur. Si le ressort il est plutôt mou, c'est une petite valeur. Et la valeur de x à mètre au carré, c'est facile, elle est là. Donc il va y avoir le calcul à faire. Et par contre, pour avoir l'énergie cinétique, c'est 1 demi de mv carré. Donc à partir des coordonnées à Vimeca, il faut que je calcule la vitesse. Donc nouveauté, s'il vous plaît, regardez, c'est là que ça devient intéressant pour vous. Ici, vous avez le petit bouton qui vous permet d'exporter les valeurs sous régressi. Alors c'est celui-ci là. Format régressi, ok. Vous enregistrez le fichier par exemple sur le bureau. Il s'appelle Karine, c'est original. Et ensuite avec régressi, vous faites fichier ouvrir et vous allez chercher sur le bureau le fichier Karine. Il vous affiche ça. Pour avoir vos valeurs à Vimeca, il faut aller dans variables ici. Il faut bien regarder, vous allez voir. Vous avez toutes vos variables qui sont affichées ici. Alors ces variables, ce sont le temps, x et y, c'est les coordonnées à Vimeca. Vous devez calculer l'énergie potentielle, l'énergie cinétique et en déduire l'énergie méca. Donc vous faites ajouter. Ce que vous devez ajouter, par exemple, dans un premier temps, on veut calculer la vitesse. La vitesse, ce symbole, c'est V. L'unité mètre par seconde. Vous ferez après, il fallait bien écouter. Ce qui est bien avec régressi, c'est que c'est pas comme avec Excel où il fallait rentrer toute la formule. Le calcul de la vitesse, par exemple, lui, il sait faire des dérivés. Alors, si vous allez dans grandeur calculée, alors il y a plusieurs possibilités. Grandeur calculée, vous pouvez rentrer ici une formule mathématique qui vous permet de calculer l'énergie cinétique, etc. Mais si vous voulez juste la vitesse, c'est la dérivée de la position. Donc ici, je sélectionne dérivée et il me propose de dériver telle grandeur par rapport à celle-là. Par exemple, il me propose dx en fonction de dt. Est-ce que ça va me donner la vitesse du mobile? Non. La vitesse, c'est la dérivée de la position en fonction du temps. Est-ce que mon mouvement il a lieu selon x ou y? X. Donc la dérivée selon x, ça va me donner directement la vitesse. Et bien ça y est, il m'a calculé la vitesse. Alors par la suite, je vais avoir besoin par exemple de l'énergie cinétique. L'unité de l'énergie cinétique, c'est le joule. Ici, comment je vais la calculer cette énergie cinétique? Il faut que je sélectionne grandeur calculée ici. La formule de l'énergie cinétique, 1 demi fois la masse. Alors vous rentrerez la valeur de la masse fois la vitesse au carré. Et comme vous avez défini comme variable pour la vitesse, vous avez défini V, vous mettez V fois V. Et il est au carré. Je me suis trompé de bouton, mais sinon c'est ça. Voilà.
et ainsi de suite. Alors ensuite, pour avoir les courbes, vous allez dans graphe, ici, et ici, dans graphe, je vous laisse... À gauche. X, Y, ouais, ça. Voilà, X, Y, et vous dites qu'en abscisse, vous voulez le temps, en ordonnée, vous voulez l'énergie cinétique, par exemple, et puis vous sélectionnez des lignes entre les points, et vous affichez comme ça. Et Voilà. Excel, c'est un peu... Et, on n'utilise pas Excel aujourd'hui. C'est bon. Donc, vous avez fait le pointage à Vimeca, vous avez calculé l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et l'énergie mécanique. Alors, on va essayer de commenter un peu ces courbes. Alors ici, on a l'énergie cinétique qui est maximum. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de l'énergie potentielle? Elle est minimum. Elle est minimum. Et inversement, quand l'énergie potentielle est maximum, L'énergie cinétique est basse. voilà. Donc, on a ces courbes qui alternent comme ça. Ici, grâce au réticule, on peut voir qu'on a l'énergie mécanique en jaune. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire de cette énergie mécanique? Elle est potentiellement constante. Elle est potentiellement constante, donc on peut conclure que le système est pseudo-isolé. Parce qu'il y a quand même des variations au niveau des frottements de l'air. Alors, globalement, effectivement, l'énergie mécanique est constante, mais elle diminue un petit peu à cause des... Frottements de l'air. Voilà, donc le système, il est quasiment isolé, mais pas complètement, car il y a des frottements de l'air. Néanmoins, on peut considérer que le système est isolé, donc on va pouvoir appliquer cette relation ici, qui était définie pour un objet, dans un cas d'un oscillateur à ressort avec un objet qui était isolé. Alors, vous avez analysé la vidéo à Vimeca avec l'objet de masse inconnue, et en modifiant l'expression littérale précédente, vous avez trouvé que la masse allait être donnée par la période d'oscillation au carré fois la constante de réserve divisée par 2π au carré. Alors avec Avimeca, si j'ai bien compris, avec Avimeca, vous avez mesuré ici la période d'oscillation, enfin la durée de 5 périodes d'oscillation. Pour trouver une période, et donc diviser la valeur trouvée par 5. Et en appliquant la relation, vous trouvez une masse de 51,0009 51, quasiment 51 grammes. D'après l'énoncé, la masse était de 51 grammes. En faisant un calcul d'erreur, vous avez montré que la méthode était précise avec une précision de 0,01. à 0,01, ce qui fait 1% près. Non, d'ailleurs, Ah non, 0,01%. Voilà, conclusion, la méthode est satisfaisante. D'après les résultats de Avimeca, nous pouvons conclure que le système est pseudo-isolé pendant quelques périodes. Donc, pour trouver la masse de l'objet inconnu, nous devons trouver son temps de période d'oscillation. Pour calculer cette période d'oscillation, nous prenons un point de repère au départ. Donc là, on va se mettre au bout, voilà, et on fait défiler. Donc 0,2. 1, 2, et on fait ça 2-3 fois, pas plus, sinon après le système est plus pseudo-isolé. Et on prend notre dernier temps, donc ici, et on soustrait notre premier temps de départ, et voilà, et on a le temps d'oscillation. Enfin, on en a 3, du coup, il faudra diviser cette valeur par 3. Les sources d'erreurs sont une erreur de mesure sur Avimeca lors du pointage et le fait que l'on considère le système comme isolé alors qu'il ne l'est pas vraiment. Après avoir vu que le système pouvait être considéré comme pseudo-isolé s'il y avait peu d'oscillation, nous avons pu, après avoir trouvé T, calculer la masse de l'objet avec une erreur de 1,9%. Le système de la balance spatiale est donc fiable et permet de suivre la masse d'un astronaute convenablement.